Écoutez, bienvenue ce soir à notre réunion technique du mois de mars, qui vous sera présentée ce soir par Jean-Marc Renaud, F6 DVC, qui va vous présenter tous les secrets de la galvanoplastie et autres, et nous faire un petit cours de chimie. Alors écoutez, je vous passe Jean-Marc, je passe à Jean-Marc le micro, qui vous fait donc cette présentation pour cette soirée du 7 mars. Eh ben, merci Franck, hein. Merci Franck. Ben, bonsoir à tous. Merci d'être en présentiel et sur le relais et sur YouTube pour nous suivre pour cette réunion, comme l'a dit notre ami Franck, sur la galvanoplastie et un cours de chimie en préalable. Voilà. Donc, petite entrée en matière, effectivement, j'ai pas utilisé l'intelligence artificielle pour créer cette réunion. Alors, cette réunion, elle va comporter un certain nombre de chapitres. Le but étant de vous montrer comment on peut protéger et rendre une surface très conductrice à l'électricité. On peut dire que dans le détail, c'est comment argenter un boîtier haute fréquence, une cavité, une ligne, de façon à la rendre très pratique pour le blindage ou pour la conduction électrique. Et puis on va vous expliquer le pourquoi du comment ou le comment du pourquoi, avec une petite idée de station à réaliser soi-même pour réaliser ces petites expériences. Alors, globalement, hein, on est toujours dans des grands principes, hein, on ne va pas tomber dans les détails. Il y a trois grands principes de recouvrement possibles. Il y a ce qu'on appelle par frottement mécanique. C'est surtout utilisé par les antiquaires, hein. Bon, on n'en parlera pas ce soir. En fait, c'est essentiellement un produit que l'on vient, avec une éponge ou un chiffon, on vient frotter un élément quelconque, une pièce de monnaie ou un chandelier, et de façon à pouvoir, par exemple, l'argenter. Alors personnellement, j'ai jamais utilisé ce système, mais ça marche. C'est utilisé par donc les antiquaires. Il y a un deuxième système qui est une éponge qui est imbibée de produits et qui comprend également un stylet électrique. Et ça fonctionne généralement sur pile. C'est une forme d'électrolyse. Alors c'est assez pratique par rapport au frottement mécanique, c'est qu'on peut aller plus facilement dans certaines aspérités profondes d'une surface, quoi. Voilà. Donc personnellement, je l'ai utilisé, mais c'est pas évident d'utiliser sur une surface très grande parce que on n'a pas un étalement parfait, quoi. Alors moi, j'ai utilisé essentiellement par immersion dans un bain, c'est l'électrolyse, où là, effectivement, on a quelque chose qui est beaucoup plus reproductible et qui est plus simple même à mettre en œuvre. Alors, les quatre applications industrielles de ce principe sont les dépôts électrolytiques, on va essentiellement en parler ce soir. C'est en fait la dépose d'une couche de métal, la galvanoplastie qui sert à reproduire un objet. Alors, on s'en est beaucoup servi lorsqu'on voulait faire les disques, reproduire des disques 45 tours, hein, qui étaient d'abord réalisés en cire, et ensuite on le recouvrait d'une couche assez épaisse de cuivre, par exemple, pour pouvoir en faire une matrice, pour pouvoir ensuite presser d'autres objets. C'est ce qu'on utilisait. En électrométallurgie, on s'en sert beaucoup pour extraire et affiner des minerais, hein, en l'occurrence l'aluminium. Et en électrochimie, quand on sert à produire des corps chimiquement, ce soit le chlore ou certains d'autres gaz ou produits. Donc, c'est les quatre applications industrielles que l'on peut utiliser avec ce principe. Alors, comme on l'a dit, comme Franck l'a dit en introduction, on va faire un tout petit peu de chimie, chimie de base, hein, on est bien d'accord, hein, une chimie de base. Donc, on va parler de l'atome. Alors, l'atome comprend un noyau formé de neutrons électriquement neutres, de protons charge positive et d'électrons charge négative. Dans l'atome, les charges positives et négatives se compensent, ce qui veut dire que globalement, un atome est électriquement neutre. Il est ni plus ni moins, il est neutre. Bon, ça c'est ce qu'on apprend
depuis longtemps. Alors, on a des formules un peu différentes aujourd'hui, mais c'est une vue simplifiée, mais juste, de la définition d'un atome. Alors, bien évidemment, des atomes, on en a, bien évidemment, des quantités considérables, hein, puisqu'on a bientôt plein de matière. Donc, si on prend l'atome de cuivre, en fait, c'est 29 protons, donc, comme on a dit que c'était électriment neutre, on a 29 électrons, dont un électron libre. Voilà. Le soufre, 16 protons, 16 électrons. L'atome d'hydrogène, un proton, donc un électron. Voilà, c'est la définition chimique de ces trois atomes, hein. Alors, on compare souvent la structure de l'atome à notre système solaire. Ça, c'est quelque chose qu'on apprenait, qui a une vision un peu différente maintenant, mais globalement, on a appris ça il y a très 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 longtemps. On avait le Soleil pour centre, donc avec le noyau, les planètes qui tournent autour pour les électrons. Et personnellement, j'aime bien ajouter une comète. Ça, on ne l'a pas trop appris à l'école, mais j'aime bien ajouter une comète pour parler de l'électron libre. Voilà. Alors, on va parler de l'interprétation du courant électrique. Alors, je parle de l'électrique non statique, hein, on est bien d'accord. On parle de l'électricité dynamique. Le courant électrique est un déplacement d'électrons. Ça, jusque-là, tout va bien. Oui, mais le soufre, lui, il est composé aussi d'électrons, mais c'est un isolant. Ah, bah, alors, il faut se rappeler que dans la diapo précédente, rappelez-vous, on a dit le cuivre possède un électron libre. Cet électron libre, comme il est relativement loin, entre guillemets, du noyau, un peu comme la comète, il a tendance à avoir une attraction plus faible, et donc lui peut s'arracher du système, hein, donc, et devenir un électron libre et de pouvoir transporter, de pouvoir créer ainsi un courant électrique. Alors, les matières avec des électrons libres sont conductrices. En fonction du nombre d'électrons libres, ce seront des conducteurs ou des semi-conducteurs ou des isolants comme le soufre tout à l'heure. Alors, l'interprétation du courant électrique dans une électrolyse. Ok, donc on y a mis donc un récipient dans laquelle on a pris de l'acide chlorhydrique. Dans cet acide chlorhydrique que l'on a dissous dans l'eau, on va appeler ça de l'électrolyte, hein, d'accord? À partir de ce moment-là, les molécules sont dissociées ou diluées. Chaque molécule donc d'acide chlorhydrique est composée d'un élément d'hydrogène et d'un élément de chlore. Il s'agit d'un assemblage, excusez-moi, d'ions, le Cl- et de cations, le H+. L'ensemble est stable électriquement, les plus et les moins se neutralisant. Alors, interprétation du courant électrique, hein, c'est la suite dans une électrolyse, c'est la suite. On va donc ajouter deux électrodes de graphite, par définition neutres. Donc neutre au sens chimique du problème, et de pollution dans l'électrolyte. Que va-t-il se passer? Les anions seront attirés par l'anode et les cations seront attirés par la cathode. Le résultat, on dira que tout simplement, du chlore se dégage à l'anode et de l'hydrogène se dégage à la cathode. On peut constater qu'avec ce système, on arrive à séparer des éléments de l'acide en question. Voilà, donc c'est le principe, c'est un des grands principes utilisés dans l'industrie d'ailleurs. Pour faire tout ça, on a besoin du courant électrique. Le courant électrique, on va dire, on va dire que le courant électrique, c'est le transporteur, hein, c'est le transporteur. Dans l'électrolyse, c'est son rôle.
c'est uniquement le bus qui va transporter ce que l'on a besoin. C'est la quantité du courant électrique qui assure la volumétrie du transport. C'est le nombre de palettes qu'on va avoir dans le camion. Très important parce que c'est ce qui va définir en fait la relation suivante, hein. Dès qu'on parle de quantité électrique, donc petit q, on pense à Coulomb, l'inventeur, enfin l'ingénieur d'époque, avec sa fameuse formule Q égale I fois T, avec I en ampères, effectivement, et T en secondes. Et là, on va obtenir des coulombs. Il faut la définition de l'ampère, enfin il y en a plusieurs, mais en l'occurrence celle-là est très 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 ancienne et elle a été utilisée très longtemps. L'ampère, c'est l'intensité d'un courant constant qui est déposé, qui dépose 1,118 mg d'argent par seconde à la cathode d'un voltamètre ou d'un électrolyseur, hein, c'est la même chose. Il y a les deux mots qui sont utilisés. Donc c'est bien de se rappeler que cette notion de poids de métal déposé par seconde à la cathode. Les lois quantitatives de l'électrolyse, il y en a deux. Première loi, la masse de métal ou d'hydrogène libérée dans un voltamètre est directement liée et de façon proportionnelle à la quantité d'électricité qui a traversé le voltamètre. Pardon. La deuxième loi, c'est Faraday, hein, c'est les lois de Faraday. Hein. La deuxième loi, lorsqu'une même quantité d'électricité traverse différents électrolytes, les masses des matériaux libérés sont proportionnelles aux grammes valents de ces métaux liés à sa masse atomique. Bon, on va y revenir. Hein. Voilà, c'est une définition qui est chimique. Et il faut 96 500 coulombs pour libérer 1 gramme valence de métal quelconque ou d'hydrogène. D'accord. Alors, on a parlé de gramme valence, on a aussi parlé de masse atomique. Alors, la définition simplifiée, hein, on va dire, la masse atomique correspond à la masse d'un atome dans un volume donné. Pour un volume donné, d'accord. Cette masse volumique est en lien direct avec le nombre de particules constituant son noyau. Ouf, voilà. Bon, il n'y aura pas d'interrogation écrite à la fin de la réunion. On en parle. Si vous l'oubliez, c'est pas très important. Alors, on va prendre l'exemple du cuivre et l'exemple de l'argent. Donc, le cuivre, sa masse atomique, qu'on va dire standard, hein, c'est égal à 64 U étant l'unité, et l'argent, c'est la masse atomique, est égale à 108. Alors, masse atomique standard. Donc, valence d'une molécule. On prend comme base l'hydrogène, un noyau, un électron. D'où, avec les deux exemples qui suivent, on a pris le chlore. Le chlore, c'est la combinaison de l'ion de chlorure et de ion d'hydrogène. C'est une molécule monovalente. D'accord. L'azote, NH3, c'est la combinaison un élément d'azote et de 3 éléments d'hydrogène. Et donc, c'est une molécule trivalente. Il existe des molécules divalentes également. Alors, pour les métaux, c'est exactement la même chose. Hein. On a donc l'argent, lui, est monovalent. Alors, pour l'électrolyte, on prend du nitrate d'argent. Le cuivre, lui, est divalent. Et pour l'électrolyte, on prendra du sulfate de cuivre. Quelle quantité de métal va être déposée? Alors, Faraday a inventé la formule, elle est toujours en application, elle est toujours applicable. Hein. La masse de métal est égale à 1 sur 96 600 sur l'atome gramme valence multiplié par l'intensité multiplié par le temps en secondes. Alors, juste pour rappel, hein, en bas, la gramme valence est d'un métal et le quotient de sa masse volumique par sa valence. Voilà, donc si on prend un exemple de problème qui a été posé à des élèves de troisième en l'occurrence, hein, à l'époque.
dont je faisais partie, un courant de 1,5 ampères traverse un voltamètre à sulfate de cuivre pendant 5 minutes. Quelle est la quantité, la masse de cuivre déposée sur la cathode? Voilà. C'est pas c'est pas la baignoire qui fuit, là, c'est combien on va déposer de cuivre sur la cathode en temps de temps. Alors, on va convertir le temps de passage en secondes. Donc, on a 5 multiplié par 60 égale 300 secondes. La quantité d'électricité, on a 1 ampère 5 multiplié par le temps qui est 360 secondes, pas 300 secondes, pardon, est égal à 450 coulombs. Jusque-là, tout va bien. Or, rappelez-vous, on sait que 95 600 coulombs déposent, en l'occurrence sur du cuivre, hein, donc 64 divisé par 2, parce qu'il est bivalent, pardon, égale 32 grammes de cuivre. On applique une petite règle de 3, et on a ces 32 multiplié par 450 divisé par 95 600, on obtient une masse de cuivre qui va être déposée qui est de 0,15 grammes. C'est assez facile quand on connaît ce petit problème-là, on peut s'amuser à savoir combien on va pouvoir déposer de métal, que ce soit de l'argent ou autre, c'est toujours la même formule. Alors, on va donc rentrer un petit peu dans le détail pratique. Je vous rappelle que, pour rappel, il n'y a pas de dégagement gazeux lors de l'électrolyse d'un métal, sinon il y a un problème quelque part. Alors quand je dis pas, c'est qu'il y a très peu de bulles, entre guillemets, qui se forment sur les parties métalliques des anodes et cathodes, hein. Voilà. Si ça se produit, c'est qu'il y a vraiment autre chose. Soit vous n'avez pas fait quelque chose dans la préparation de votre machine. Alors, c'est de la sécurité avant tout, hein. On a parlé que c'était de la chimie. Donc, de la chimie, ça veut dire souvent la blouse, les gants, les lunettes, etc. On va les protections EPI, hein, je crois. Alors, faites attention à certains tutos sur le web qui sont pas toujours, qui sont pas toujours bien justes, je veux le dire. Et utilisez uniquement les produits prévus à cet usage, essentiellement parce que certains produits qui sont, je vais dire purs, peuvent contenir du cyanure. Les produits que j'achète en Allemagne, en l'occurrence, hein, je n'ai pas pu les acheter en France parce qu'ils étaient purs et on m'en a interdit la vente, entre guillemets. C'est pas à usage particulier. Il faut utiliser des produits donc à usage particulier que l'on trouve. Moi, j'ai trouvé en Allemagne, parce que ça se trouve également en France. C'est souvent des produits qui sont utilisés pour les gens qui fabriquent des bijoux, par exemple, hein. Voilà. Donc, on ne dit pas qu'ils ne sont pas dangereux, mais qu'ils sont beaucoup plus adaptés. Alors, pour constituer une machine à électrolyse, bon, il faut utiliser une alimentation qui permet un réglage d'une tension d'1 volt 2 à 4 volts maxi, avec un débit de 3 ampères, muni d'indicateurs de tension et d'intensité. Ça, c'est important. Parce il faut très contrôler ce genre de. Il faudra très contrôler les deux, tension et intensité. Alors, avec une alimentation supportant les courts-circuits, oui, parce que c'est souvent que les plaques tombent à l'intérieur et que ça tombe en court-circuit, hein. Donc, quand c'est mal fixé, par exemple. Donc, j'ai pris un régulateur LM317, voire un LM338, peu importe. J'ai tout simplement appliqué, je dirais, la datasheet du composant qui propose un schéma qui convient parfaitement à ce que je voulais faire. Donc, ça allait très bien. Et puis, un petit afficheur numérique qui est précis. Alors, lors du constat, comme l'a dit Didier à un moment donné dans ses questions, est-ce on peut utiliser une alimentation réglable? Oui. Alors, personnellement, j'ai mis des piles parce que j'ai obtenu de bien meilleurs résultats avec les piles. Alors, je mets en cause la mienne non pas de piles, mais d'alimentation qui pouvait avoir quelques problèmes, sachant que je sais qu'elle en a. Donc, j'ai préféré mettre des piles où là, j'étais absolument sûr d'avoir un courant, j'allais dire, absolument continu. Donc là, on voit qu'on a donc, j'ai mis 4 piles, on a 6 volts. Voilà, les afficheurs, là, c'est à titre, le bouton bleu, c'est pour régler le voltage. Et on peut régler l'intensité en rapprochant ou en éloignant tout simplement les deux électrodes, qui peuvent être une anode en cuivre, en argent ou autre, hein. Voilà, puis l'électrolyte, bien évidemment.
qui correspond à la note de cuivre. Il faut prendre soit du nitrate, soit du sulfate de cuivre, etc. Et en général, on aime bien en mettre, l'idéal, ce serait d'en mettre sur les quatre faces des anodes, sur les quatre faces du boîtier. Bon, moi je l'ai mis sur deux, ça marche pas trop mal. Alors, quand on veut faire du cuivrage, c'est le cas d'un revêtement d'une pièce métallique comme le fer, l'acier et le zinc par galvanoplastie. Et là, faites très attention, parce que dans l'emploi, faites très attention pour que ça fonctionne. Il faut surtout utiliser un électrolyte de cuivre alcalin. Pourquoi alcalin? La particularité, c'est que l'acier ou le métal, comme le fer et le zinc, ne seraient pas attaqués parce que c'est de l'alcalin et c'est pas acide. Autrement, vous n'y arrivez pas. Le métal est mangé, vous voulez déposer du cuivre, c'est le chat qui se mord la queue. Donc on verse effectivement l'électrolyte dans le bac en plastique, on connecte l'anode, on ne se trompe pas de sens, le cuivre sur le pôle positif, on connecte l'électrode sur l'anode, l'autre partie. Cette électrode va permettre de régénérer le bain, ça évite qu'il s'épuise. Alors, quand on fait de l'électrolyte cuivre alcalin, le voltage pour ce genre de galvanoplastie à immersion doit se trouver entre 2 et 4 volts. Et l'intensité du courant se situe entre 5 à 10 milliampères par centimètre carré. Alors, ça, ce réglage-là, on le fait en éloignant ou en rapprochant les deux électrodes et effectivement en surveillant l'ampèremètre. La pièce va se recouvrir d'une couche de cuivre après quelques minutes, hein, c'est assez rapide, hein. Bon, il peut trouver que le résultat, que la surface soit un peu foncée. Alors, on peut la polir ensuite, hein, d'accord? En tous les cas, on a recouvert une pièce en acier, en zinc ou en fer d'une couche de cuivre qui est très très bien fixée. Après quoi, on peut utiliser donc une électrolyte en cuivre à cuivre acide. Donc, on dit que c'est du cuivre brillant, hein. Vous aurez donc une couche de cuivre brillante par rapport à l'autre qui est plus mat. Alors, sur des surfaces métalliques conductrices. L'avantage du cuivre galvanique, c'est qu'on peut très bien souder à l'étain, c'est vachement facile. On peut fabriquer des circuits imprimés, enfin, on peut faire un tas de choses. Et comme toujours, l'électrode permet de régénérer le bain électrolytique. On ne va pas dire que le bain électrolytique est inusable, mais presque. Alors, les matières appropriées pour le cuivrage acide brillant, sans passer par l'étape de l'utilisation euh, électrolyte alcalin, bon voilà, sont le cuivre, le nickel, bon, enfin, etc. On peut lustrer du cuivre mat. Voilà. Les métaux qui sont inappropriés à cette opération, hein, on l'a vu, hein, mais c'est l'étain, le chrome, l'aluminium, le titane, et comme on l'a dit avant, donc le zinc, le fer et l'acier, on doit déjà passer par l'étape électrolyte alcalin. L'argentage, c'est ce qui est quand même ce qui nous intéresse le plus, parce qu'on peut faire des choses sympas avec l'argent. C'est très bon conducteur, c'est très bien pour les circuits haute fréquence, quoi. Donc, on utilise du nitrate d'argent. Il faut bien respecter les doses d'utilisation. C'est un produit chimique. Donc, on a des produits qui sont vendus avec des aspects de brillance qui permet d'avoir un brillant instantané ou presque, parce qu'un tout petit polissage peut donner le résultat qu'on obtient. Alors, on peut argenter directement le cuivre, le laiton, le nickel, le palladium ou l'or. Ok. Par contre, si on veut faire du fer, de l'acier, de l'étain, du plomb, etc., il faut faire un cuivrage préalable et du cuivrage alcalin. Alors, c'est pareil, le mode d'emploi de la galvanoplastie à immersion, ça nécessite donc une tension de 1,5 V. Alors c'est vraiment vrai, hein, plus d'1,5 V, c'est une catastrophe, puisqu'on a un dépôt noir qui se fait, hein. Donc moi, je mets un maximum de 1,2 V. Bon, l'intensité que l'on veut utiliser, que l'on doit utiliser, est de 1, la tension 1 volt, et l'intensité, c'est de 1,5 A par décimètre carré. Alors pareil, hein, on éloigne, on rapproche les électrodes. Alors ça va très très vite parce qu'au bout une dizaine de secondes, hein, c'est ce que j'ai constaté, on obtient sur l'objet une couche satinée d'argent. Plus longue sera l'argenture, plus épaisse sera le dépôt. Bon, il faut environ 3 minutes par côté, ça donne une épaisseur standard d'argenture.
Voilà des résultats, donc sur du circuit imprimé. Donc j'avoue n'avoir pas très bien nettoyé le circuit, mais en l'espace à droite, la photo de droite, on obtient un argentage très très rapide et très solide, hein, parce que on a beau, enfin, si on ponce, on va évidemment engranger les quelques microns qu'on a déposés, mais toujours est-il qu'il est bien accroché. Et à droite, j'ai pris du fil de cuivre que j'ai dénudé directement d'une bobine, que j'ai déposé à l'intérieur, ça marche bien. Voilà, c'est correct, hein. Donc ça peut être intéressant pour faire des bobinages haute fréquence, parce que comme pourrait faire les effets de peau, le courant circulant plutôt à la surface des conducteurs, comme c'est de l'argent, ça permet d'avoir de meilleurs résultats. Alors, une utilisation intéressante qui est peu connue, mais qui est très intéressante. Aujourd'hui, on utilise beaucoup d'imprimantes 3D, avec du PLA, de l'ABS et autres, qui sont isolantes. Alors, il y a une utilisation astucieuse de cette galvanoplastie, parce que jusqu'à présent on a parlé de pièces métalliques, mais il existe la possibilité justement de pouvoir rendre conducteurs les boîtiers que l'on a réalisés en PLA ou en ABS avec l'imprimante 3D. Voilà, l'exemple, ça peut être un coffret spécialement pour un préampli d'antenne qu'on voudrait blinder, une sonde de mesure, voilà, on pourrait un tas de choses. Alors pour cela, il suffit d'utiliser un vernis conducteur, liquide ou aérosol, ça existe, que l'on applique sur la surface que l'on veut recouvrir, pardon, de cuivre ou d'argent. On le recouvre, on attend sécher environ 12 heures et cette surface devient donc conductrice. Alors c'est un très 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 vieux système, hein. On utilisait de la plombagine dans le temps. Aujourd'hui, c'est un vernis qui est beaucoup plus facile et on obtient de très bons résultats. Je ne dis pas qu'on pourrait souder un boulon dessus, mais en tous les cas, on a un boîtier qui est blindé électriquement contre, je dirais, entre guillemets, les agressions d'un courant à chef perturbant. Voilà ce que je voulais vous présenter ce soir. Alors, je répète, moi je l'ai alors non seulement testé, j'ai réalisé des pièces, ça marche bien, on obtient de très bons résultats. Alors évidemment, il faut en avoir l'utilité, mais ça peut être intéressant dans certains cas de pouvoir se dire, tiens, ben, je peux argenter un certain nombre de pièces pour obtenir de meilleurs résultats en HF ou en SHF. Je vous remercie de votre attention. Je vous adresse mes bonnes 73. Merci à tous d'avoir suivi cette réunion sur YouTube, que vous pourrez revisionner ensuite. Merci à Franck d'assurer cette partie logistique qu'a trioté Franck. Et puis, merci de l'avoir suivi via le relais de Salin ou en présentiel, comme on était ce soir. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à bientôt au mois de mars où on vous présentera un nouvel épisode, si je puis m'exprimer ainsi, des réunions techniques du département 25. Bonsoir à tous.